Bonsoir à tous et bienvenue dans Voyage au bout de la nuit, votre rendez-vous littéraire sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de cette lecture ensemble. Nous avons continué le roman À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, qui est un monument de la littérature française. Alors pour ceux qui nous retrouvent, il s'agit du deuxième tome de l'ouvrage À la recherche du temps perdu, juste après le premier volume du côté de chez Swann que nous avons également lu dans cette émission. La lecture de À l'ombre des jeunes filles en fleurs avait été commencée par Louise, ma collègue que je salue au passage si elle nous regarde. Et donc nous retrouvons dans ce roman Monsieur et Madame Swann, des années après le début de leur relation, qui avait été décrite dans le premier livre. Et nous sommes toujours à Balbec, lieu fictif donc créé par Proust. Et pour ceux qui ne le savent pas, ce roman a obtenu le prix Goncourt en 1919 face au livre La Croix de bois de Roland d'Orgelès. Je vais donc poursuivre cette lecture. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Très bonne soirée à tous. Mon Dieu, c'est une maison où il me semble que vont surtout des messieurs. Il y avait quelques hommes mariés, mais leurs femmes étaient souffrantes ce soir-là et n'étaient pas venues, répondit l'ambassadeur avec une finesse voilée de bonhomie et en jetant autour de lui des regards dont la douceur et la discrétion faisaient mine de tempérer et exagérer habilement la malice. Je dois dire, ajouta-t-il, pour être tout à fait juste, qu'il y va cependant des femmes, mais appartenant plutôt, comment dirais-je, au monde républicain qu'à la société de Swann. Il prononçait Swann. Qui sait, ce sera peut-être un jour un salon politique ou littéraire. Du reste, il semble qu'il soit content comme cela. Je trouve que Swann le montre même un peu trop. Il nommait des gens chez lui qui, lui et sa femme, étaient invités pour la semaine suivante et de l'intimité desquels il n'y a pourtant pas lieu de s'enorgueillir, avec un manque de réserve et de goût, presque de tact, qui m'a étonnée chez un homme aussi fin. Il répétait « Nous n'avons pas un soir de libre », comme si ça avait été une gloire et un véritable parvenu, qu'il n'est pas cependant. Car Swann avait beaucoup d'amis, et même d'amis IES, et sans trop m'avancer, ni vouloir commettre d'indiscrétion, je crois pouvoir dire que non pas toutes, ni même le plus grand nombre, mais l'une au moins, et qui est une fort grande dame, ne serait peut-être pas montrée entièrement réfractaire à l'idée d'entrer en relation avec Madame Swann, auquel cas, vraisemblablement, plus d'un mouton de panurge aurait suivi. Mais il semble qu'il n'y ait eu de la part de Swann aucune démarche esquissée en ce sens. Comment, encore, un pudding à la Nesselrode, ce sera pas de trop de la cure de Casbade pour me remettre d'un pareil festin de Lucullus. Peut-être Swann a-t-il senti qu'il y avait trop de résistance à vaincre. Le mariage, cela est certain, n'a pas plu. On a parlé de la fortune de la femme, ce qui est une grosse bourde. Mais, enfin, tout cela n'a pas paru agréable. Et puis, Swann a une tante excessivement riche et admirablement posée, femme d'un homme qui, financièrement parlant, est une puissance. Et non seulement elle a refusé de recevoir Madame Swann, mais elle a mené une campagne en règle pour que ses amis et connaissances en fissent autant.
Je n'entends pas par là qu'aucun Parisien de bonne compagnie ait manqué de respect à Madame Swann. Non, 100 fois non. Le mari étant d'ailleurs homme à relever le gant. En tout cas, il y a une chose curieuse, c'est de voir combien Swann, qui connaît tant de monde, a du plus choisi montreux d'empressement auprès d'une société dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est fort mêlée. Moi qui l'ai connue jadis, j'avoue que j'éprouvais autant de surprise que d'amusement à voir un homme aussi bien élevé, aussi à la mode dans les coteries les plus triées, remercier avec effusion le directeur du cabinet du ministre des Postes d'être venu chez eux et lui demander si Madame Swann pourrait se permettre d'aller voir sa femme. Il doit pourtant se trouver dépaysé. Évidemment, ce n'est plus le même monde. Mais je ne crois pas cependant que Swann soit malheureux. Il y a eu, il est vrai, dans les années qui précèdent le mariage, d'assez vilaines manœuvres de chantage de la part de la femme. Elle privait Swann de sa fille chaque fois qu'il refusait quelque chose. Le pauvre Swann, aussi naïf qu'il est, pourtant raffiné, croyait chaque fois que l'enlèvement de sa fille était une coïncidence et ne voulait pas voir la réalité. Elle lui faisait d'ailleurs des scènes si continuelles qu'on pensait que le jour où elle serait arrivée à ses fins et se serait faite épouser, rien ne la retiendrait plus et que leur vie serait un enfer. Eh bien, c'est le contraire qui est arrivé. On plaisante beaucoup de la manière dont Swann parle de sa femme. On en fait même des gorges chaudes. On ne demandait certes pas que, plus ou moins conscient d'être, vous savez le mot de Molière, il alla le proclamer urbi et orbi. N'empêche qu'on le trouve exagéré quand il dit que sa femme est une excellente épouse. Or, ce n'est pas aussi faux que l'on croit, à sa manière, qui n'est pas celle que tous les maris préféreraient. Mais enfin, entre nous, il me semble difficile que Swann, qui la connaissait depuis longtemps, et est loin d'être un maître sot, ne sut pas à quoi s'en tenir. Il est indéniable qu'elle semble avoir de l'affection pour lui. Je ne dis pas qu'elle ne soit pas volage, et Swann lui-même ne se fait pas faute de l'être, à en croire les bonnes langues qui, vous pouvez le penser, vont leur train. Mais elle lui est reconnaissante de ce qu'il a fait pour elle, et contrairement aux craintes éprouvées par tout le monde, elle paraît devenue d'une douceur d'ange. Ce changement n'était peut-être pas aussi extraordinaire que le trouvait M. de Norpois. Odette n'avait pas cru que Swann finirait par l'épouser. Chaque fois qu'elle lui annonçait tendancieusement qu'un homme, comme il faut, venait de se marier avec sa maîtresse, et elle lui avait vu garder un silence glacial, et tout au plus, si elle l'interpellait directement en lui demandant « Alors, tu ne trouves pas que c'est bien beau, ce qu'il a fait pour une femme qui lui a consacré sa jeunesse ?» Répondre sèchement « Mais je ne dis pas que ce soit mal, chacun agit à sa guise. » Elle n'était même pas loin de croire que, comme il le lui disait dans des moments de colère, il l'abandonnerait tout à fait, car elle avait depuis peu entendu dire par une femme sculpteur « On peut s'attendre à tout de la part des hommes. Ils sont si mufles. » Et frappée par la profondeur de cette maxime pessimiste, elle se l'était appropriée. Elle la répétait à tout bout de champ d'un air découragé qui semblait dire « Après tout, il n'y aurait rien d'impossible, c'est bien ma chance. » Et par suite, toute vertu avait été enlevée à la maxime optimiste qui avait jusque-là guidé Odette dans la vie. On peut tout faire aux hommes qui vous aiment, ils sont si idiots. Et qui s'exprimait dans son visage par le même clignement d'yeux qui eût pu accompagner des mots tels que « Ayez pas peur, il ne cassera rien ». En attendant,
Odette souffrait de ce que telle de ses amies, épousée par un homme qui était resté moins longtemps avec elle qu'elle-même avec Swann, elle n'avait pas, elle, d'enfant, relativement considéré maintenant, invitée au bal de l'Élysée, devait penser de la conduite de Swann. Un consultant plus profond que ne l'était M. de Norpois eût sans doute pu diagnostiquer que c'était ce sentiment d'humiliation et de honte qui avait aigri Odette, que le caractère infernal qu'elle montrait ne lui était pas essentiel, n'était pas un mal sans remède, et eût aisément prédit ce qui était arrivé, à savoir qu'un régime nouveau, le régime matrimonial, ferait cesser avec une rapidité presque magique ces accidents pénibles, quotidiens, mais nullement organiques. Presque tout le monde s'étonna de ce mariage, et cela même est étonnant. Sans doute peu de personnes comprennent le caractère purement subjectif du phénomène qu'est l'amour, et la sorte de création que c'est d'une personne supplémentaire, distincte de celle qui porte le même nom dans le monde, et dont la plupart des éléments sont tirés de nous-mêmes. Aussi y a-t-il peu de gens qui puissent trouver naturelles les proportions énormes que finit par prendre pour nous un être qui n'est pas le même que celui qu'ils voient. Pourtant, il semble qu'en ce qui concerne Odette, on aurait pu se rendre compte que si, certes, elle n'avait jamais entièrement compris l'intelligence de Swann, du moins savait-elle les titres, tout le détail de ses travaux, au point que le nom de Vermeer lui avait été familier que celui de son couturier. De Swann, elle connaissait à fond ces traits du caractère que le reste du monde ignore ou ridiculise, et dont seule une maîtresse, une sœur, possède l'image ressemblante et aimée. Et nous tenons tellement à eux, même à ceux que nous voudrions le plus corriger, que c'est parce qu'une femme finit par en prendre une habitude indulgente et amicalement railleuse, pareille à l'habitude que nous en avons nous-mêmes, et qu'en ont nos parents, que les vieilles liaisons ont quelque chose de la douceur et de la force des affections de famille. Les liens qui nous unissent à un être se trouvent sanctifiés quand ils se placent au même point de vue que nous pour juger une de nos tares. Et parmi ces traits particuliers, il y en avait aussi qui appartenaient autant à l'intelligence de Swann qu'à son caractère. Et que pourtant, en raison de la racine qu'ils avaient malgré tout en celui-ci, Odette avait plus facilement discerné. Elle se plaignait que quand Swann faisait métier d'écrivain, quand il publiait des études, on ne reconnut pas ces traits-là, autant que dans ses lettres ou dans sa conversation où ils abondaient. Elle lui conseillait de leur faire la part la plus grande. Elle l'aurait voulu parce que c'était ceux qu'elle préférait en lui, mais comme elle les préférait parce qu'ils étaient plus à lui, elle n'avait peut-être pas tort de souhaiter qu'on les retrouvât dans ce qu'il écrivait. Peut-être aussi pensait-elle que des ouvrages plus vivants, en lui procurant enfin à lui le succès, lui eussent permis à elle de se faire ce que chez les Verdurins, elle avait appris à mettre au-dessus de tout: un salon. Parmi les gens qui trouvaient ce genre de mariage ridicule, gens qui pour eux-mêmes se demandaient: que pensera M. de Guermantes, que dira Bréauté quand j'épouserai Madame de Montmorency? Parmi les gens ayant cette sorte d'idéal social, ayant figuré 20 ans plus tôt Swann lui-même,
Swann, qui s'était donné du mal pour être reçu au jockey et avait compté dans ce temps-là faire un éclatant mariage qui eût achevé en consolidant sa situation de faire de lui un des hommes les plus en vue de Paris. Seulement, les images que représente un tel mariage à l'intéressé ont, comme toutes les images, pour ne pas dépérir et s'effacer complètement, besoin d'être alimentées du dehors. Votre rêve le plus ardent est d'humilier l'homme qui vous a offensé. Mais si vous n'entendez plus jamais parler de lui, ayant changé de pays, votre ennemi finira par ne plus avoir pour vous aucune importance. Si on a perdu de vue pendant 20 ans toutes les personnes à cause desquelles on aurait aimé entrer au jockey ou à l'institut, la perspective d'être membre de l'un ou de l'autre de ces groupements ne tentera nullement. Or, tout autant qu'une retraite, qu'une maladie, qu'une conversion religieuse, une liaison prolongée substitue d'autres images aux anciennes. Il n'y eut pas de la part de Swann, quand il épousa Odette, renoncement aux ambitions mondaines, car ces ambitions-là, depuis longtemps Odette l'avait, au sens spirituel du mot, détachées. D'ailleurs, ne l'eût-il pas été qu'il n'en aurait eu que plus de mérite. C'est parce qu'ils impliquent le sacrifice d'une situation plus ou moins flatteuse à une douceur purement intime que généralement les mariages infamants sont les plus estimables de tous. On ne peut en effet entendre par mariage infamant un mariage d'argent, ni ayant point d'exemple d'un ménage où la femme ou bien le mari se soit vendu et qu'on ait fini par recevoir, ne fût-ce que par tradition ou sur la foi de tant d'exemples, et pour ne pas avoir de poids et de mesure. Peut-être, d'autre part, en artiste, sinon en corrompu, Swann eût-il en tout cas éprouvé une certaine volupté à accoupler à lui, dans un de ces croisements d'espèces, comme en pratiquent les mandélistes, ou comme en raconte la mythologie, un être de race différente, archiduchesse ou cocotte, à contracter une alliance royale ou à faire une mésalliance. Il n'y avait eu dans le monde qu'une seule personne dont il se fût préoccupé chaque fois qu'il avait pensé à son mariage possible avec Odette. C'était, et non par snobisme, la duchesse de Guermantes. De celle-là, au contraire, Odette se souciait peu, pensant seulement aux personnes situées immédiatement au-dessus d'elle-même, plutôt que dans un aussi vague empyrée. Mais quand Swann, dans ses heures de rêverie, voyait Odette devenue sa femme, il se représentait invariablement le moment où il l'emmènerait, elle et surtout sa fille, chez la princesse de l'Aume, devenue bientôt duchesse de Guermantes par la mort de son beau-père. Il ne désirait pas les présenter ailleurs, mais il s'attendrissait quand il inventait, en énonçant les mots eux-mêmes, tout ce que la duchesse dirait de lui à Odette, et Odette à madame de Guermantes. La tendresse que celle-ci témoignerait à Gilberte, la gâtant, la rendant fière de sa fille. Il se jouait à lui-même la scène de la présentation avec la même précision dans le détail imaginaire qu'ont les gens qui examinent comment il l'emploierait s'il le gagnait, un lot dont il fixe arbitrairement le chiffre. Dans la mesure où une image qui accompagne une de nos résolutions la motive, on peut dire que si Swann épousa Odette, ce fut pour la présenter, elle et Gilberte, sans qu'il y eût personne là, au besoin, sans que personne le sût jamais, à la duchesse de Guermantes.
On verra comment cette seule ambition mondaine qu'il avait souhaitée pour sa femme et sa fille fut justement celle dont la réalisation se trouva à lui être interdite. Et par un veto si absolu que Swann mourut sans supposer que la duchesse pourrait jamais les connaître. On verra aussi qu'au contraire, la duchesse de Guermantes se lia avec Odette et Gilberte après la mort de Swann. Et peut-être eût-il été sage, pour autant qu'il pouvait attacher de l'importance à si peu de choses, en ne se faisant pas une idée trop sombre de l'avenir à cet égard, et en réservant que la réunion souhaitée pourrait bien avoir lieu quand il ne serait plus là pour en jouir. Le travail de causalité qui finit par produire à peu près tous les effets possibles, et par conséquent aussi ceux qu'on avait cru l'être le moins, ce travail est parfois lent, rendu un peu plus lent encore par notre désir, qui, en cherchant à l'accélérer, l'entrave par notre existence même, et n'aboutit que quand nous avons cessé de désirer et quelquefois de vivre. Swann ne le savait-il pas par sa propre expérience, et n'était-ce pas déjà dans sa vie comme une préfiguration de ce qui devait arriver après sa mort, un bonheur après décès que ce mariage avec cette Odette qu'il avait passionnément aimée, si elle ne lui avait pas plu au premier abord, et qu'il avait épousée quand il ne l'aimait plus, quand l'être qui, en Swann, avait tant souhaité et tant désespéré de vivre toute sa vie avec Odette, quand cet être-là était mort. Je me mis à parler du comte de Paris, à demander s'il n'était pas ami de Swann, car je craignais que la conversation se détournât de celui-ci. « Oui, en effet, » répondit monsieur de Norpois, en se tournant vers moi et en fixant sur ma modeste personne le regard bleu où flottaient, comme dans leur élément vital, ses grandes facultés de travail et son esprit d'assimilation. « Eh, mon Dieu !» ajouta-t-il en s'adressant de nouveau à mon père, « je ne crois pas franchir les bornes du respect dont je fais profession pour le prince, sans cependant entretenir avec lui des relations personnelles que rendrait difficile ma situation, si peu officielle qu'elle soit, en vous citant ce fait assez piquant que, pas plus tard qu'il y a 4 ans, dans une petite gare de chemin de fer d'un des pays de l'Europe centrale, le prince eut l'occasion d'apercevoir Madame Swann. Certes, aucun de ses familiers ne s'est permis de demander à monseigneur comment il l'avait trouvée. Cela n'eût pas été séant. Mais quand par hasard la conversation amenait son nom, à de certains signes, imperceptibles si l'on veut, mais qui ne trompent pas, le prince semblait donner assez volontiers à entendre que son impression était en somme loin d'avoir été défavorable. Mais il n'y aurait pas eu possibilité de la présenter au comte de Paris ? Demanda mon père. Eh bien, on ne sait pas. Avec les princes, on ne sait jamais, répondit monsieur de Norpois. Les plus glorieux, ceux qui savent le plus se faire rendre ce qu'on leur doit, sont aussi quelquefois ceux qui s'embarrassent le moins des décrets de l'opinion publique, même les plus justifiés, pour peu qu'il s'agisse de récompenser certains attachements. Or, il est certain que le comte de Paris a toujours agréé avec beaucoup de bienveillance le dévouement de Swann, qui est d'ailleurs un garçon d'esprit, s'il en fut. Et votre impression à vous, qu'a-t-elle été, monsieur l'ambassadeur ? Demanda ma mère par politesse et par curiosité. Avec une énergie de vieux connaisseur qui tranchait sur la modération habituelle de ses propos,
Tout à fait excellente, répondit monsieur de Norpois. Et, sachant que l'aveu d'une forte sensation produite par une femme rentre à condition qu'on le fasse avec enjouement, dans une certaine forme particulièrement appréciée de l'esprit de conversation, il éclata d'un petit rire qui se prolongea pendant quelques instants, humectant les yeux bleus du vieux diplomate et faisant vibrer les ailes de son nez nervuré de fibrilles rouges. Elle est tout à fait charmante. Est-ce qu'un écrivain du nom de Bergotte était à ce dîner, monsieur ? Demandai-je timidement pour tâcher de retenir la conversation sur le sujet des Swann. Oui, Bergotte était là, répondit monsieur de Norpois, inclinant la tête de mon côté avec courtoisie, comme si dans son désir d'être aimable avec mon père, il attachait à tout ce qui tenait à lui une véritable importance, et même aux questions d'un garçon de mon âge qui n'était pas habitué à se voir montrer tant de politesse par des personnes du sien. « Est-ce que vous le connaissez ?» ajouta-t-il en fixant sur moi ce regard clair dont Bismarck admirait la pénétration. « Mon fils ne le connaît pas, mais l'admire beaucoup, » dit ma mère. « Mon Dieu, » dit monsieur de Norpois, qui m'inspira sur ma propre intelligence des doutes plus graves que ceux qui me déchiraient d'habitude, quand je vis ce que je mettais 1000 fois et 1000 fois au-dessus de moi-même, ce que je trouvais de plus élevé au monde était pour lui tout en bas de l'échelle de ses admirations. Je ne partage pas cette manière de voir. Bergotte est ce que j'appelle un joueur de flûte. Il faut reconnaître du reste qu'il en joue agréablement, quoique avec bien du maniérisme, de la fêterie. Mais enfin, ce n'est que cela, et cela n'est pas grand-chose. Jamais on ne trouve dans ses ouvrages sans muscles ce qu'on pourrait nommer la charpente. Pas d'action, ou si peu, mais surtout pas de portée. Ses livres pêchent par la base, ou plutôt, il n'y a pas de base du tout. Dans un temps comme le nôtre, où la complexité croissante de la vie laisse à peine le temps de lire, où la carte de l'Europe a subi des remaniements profonds, et à la veille d'en subir de plus grands encore peut-être, où tant de problèmes menaçants et nouveaux se posent partout, vous m'accorderez qu'on a le droit de demander à un écrivain d'être autre chose qu'un bel esprit qui nous fait oublier dans des discussions oiseuses et byzantines sur les mérites de pure forme, que nous pouvons être envahis d'un instant à l'autre par un double flot de barbares, ceux du dehors et ceux du dedans. Je sais que c'est blasphémer contre la sacro-sainte école de ce que ces messieurs appellent l'art pour l'art, mais à notre époque, il y a des tâches plus urgentes que d'agencer les mots d'une façon harmonieuse. Celle de Bergotte est parfois assez séduisante. Je n'en disconviens pas, mais au total, tout cela est bien mièvre, bien mince et bien peu viril. Je comprends mieux maintenant, en me reportant à votre admiration, tout à fait exagérée pour Bergotte, les quelques lignes que vous m'avez montrées tout à l'heure et sur lesquelles j'aurais mauvaise grâce à ne pas passer l'éponge, puisque vous avez dit vous-même en toute simplicité que ce n'était qu'un griffonnage d'enfant. Je l'avais dit en effet, mais je n'en pensais pas un mot. À tout péché miséricorde et surtout au péché de jeunesse. Après tout, d'autres que vous en ont de pareils sur la conscience, et vous n'êtes pas le seul qui se croit poète à son heure. Mais on voit dans ce que vous m'avez montré la mauvaise influence de Bergotte. Évidemment, je ne vous étonnerai pas en vous disant qu'il n'y avait là aucune de ses qualités, puisqu'il est passé maître dans l'art tout superficiel du reste, d'un certain passé, d'un certain style, dont à votre âge vous ne pouvez posséder même le ruminement. Mais c'est déjà
le même défaut. Ce contresens d'aligner des mots bien sonores en ne se souciant qu'ensuite du fond. C'est mettre la charrue avant les bœufs. Même dans les livres de Bergotte, toutes ces chinoiseries de forme, toutes ces subtilités de mandarin déliquescent me semblent bien vaines. Pour quelques feux d'artifice agréablement tirés par un écrivain, on crie tout de suite au chef-d'œuvre. Les chefs-d'œuvre ne sont pas si fréquents que cela. Voilà, c'est ainsi que j'achève cette lecture. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On se retrouve tout de suite pour la suite de ce roman. Et bonne nuit pour ceux qui se couchent. À très bientôt. Bye bye.